Soyez bienvenus pour ce numéro d'International, un numéro exceptionnel. Nous allons parler de l'état du climat et de la planète. Dans un mois, précisément, on ne parlera que de ce rendez-vous. Le nom est moche, c'est la COP 21. Nous allons vous dire ce que cet acronyme recouvre. Invité spécial, Nicolas Hulot, merci d'être avec nous. Vous êtes envoyé spécial pour la protection de la planète. Depuis une quarantaine d'années, vous vous intéressez à l'état du climat. Nous avons beaucoup de questions à vous poser avec Sophie Malibaud de RFI, avec Stéphane Foucard du Monde. Peut-être avant de vous entendre, cette petite vidéo, pas tout à fait institutionnelle, dans laquelle vous revisitez les enjeux du climat et de la planète. Salut à tous, je sais pas si vous avez remarqué, mais on nous bassine à longueur d'année avec les changements climatiques. Franchement, 2 degrés, ça casse pas 3 pattes à un canard. Négatif. La fonte des glaces va faire disparaître des îles et des côtes entières. Ça va pas? Je fais pas comme il faut? Non! Si, c'est clairement une mauvaise idée. En fait, je pense que ce qui nous manque, c'est quelque chose de visuellement puissant, vous voyez? Un truc badass, quoi. Un homme, seul, décide de se lever contre tous. Peut-être m'avez pas dit les ampoules, là. C'est des ampoules basse consommation, moi, on est sûr de ça? Voilà, on peut retrouver toute cette séquence, toute cette vidéo sur votre site internet. On rappellera tout à l'heure toutes les adresses. Donc, dans un mois, la COP 21, je vais donner pour une fois l'intégralité du titre. C'est la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Ouf! Et encore, on a un peu réduit. À un mois de cette échéance, qu'est-ce que vous nous dites? Vous êtes confiant? C'est joué? On va vers une réussite? Vous êtes inquiet? Qu'est-ce que vous ressentez? Je suis inquiet, forcément, c'est le sentiment qui domine, parce que un échec est possible, mais moi je me bats pour une réussite, et que si je pensais que la situation était désespérée, j'y consacrerais pas autant de temps, mais je suis inquiet parce que je sais que se jouent quelque part les conditions d'existence de nos propres enfants, qu'à Paris se scellera le sort de millions de personnes qui sont déjà en situation de vulnérabilité, donc c'est pas un petit enjeu parmi d'autres. Je sais surtout que le phénomène que nous essayons de combattre, et notamment le phénomène climatique, nous avons une petite fenêtre d'opportunité pour éviter de franchir l'irréversibilité du phénomène, c'est-à-dire cette situation où à un moment on va être assis à la table des conséquences et quelle que soit la puissance du génie humain, on ne pourra plus faire grand-chose, parce que ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'on a un temps très court pour réagir, parce qu'on a ajourné la mutation depuis très longtemps, d'abord parce que pendant longtemps il y a eu une espèce de doute, donc on ne va pas dire Paris c'est la conférence de la dernière chance qu'on avait dit pour Copenhague. Oui, enfin on le dit à chaque fois, mais enfin en attendant il y a des millions de personnes qui ont été obligées de quitter leur territoire. En attendant, il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent. Donc pour eux, c'était vraiment la conférence de la dernière chance. Bon, alors, encore une fois, si à Paris, l'ambition n'est pas remplie, on trouvera, j'espère, que la communauté internationale réagira dès le lendemain. Ouais. Mais enfin, il y a un moment, il faut bien se rendre compte que l'urgence, ça ne signifie plus rien. L'urgence, pour les gens aux Philippines ou pour les gens au Bangladesh ou pour les gens au Burkina Faso, ils sont déjà dans l'urgence. Voilà. Donc il faut juste avoir conscience que ce n'est pas un petit sujet environnemental, hein, comme certains s'obstinent à le faire croire. C'est un enjeu, je dirais, qui conditionne tous les enjeux de solidarité. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui a de l'importance à nos yeux, et y compris nos démocraties et nos économies, peut être conditionné par la réussite ou la capacité de l'humanité à se réunir sur ces sujets-là. En tout cas, à Paris, rappelons-le, il y aura 195 délégations, plus l'Union européenne, 80 chefs d'État, donc une mobilisation mondiale. Sophie Malibaud, RFI. Nicolas Hulot, s'il y a un risque d'échec, il sera dû à quoi ce risque? Est-ce qu'on sait déjà que c'est parce qu'on aura du mal à répondre, par exemple, aux exigences des pays en développement, aux exigences au niveau du financement? Je pense que c'est un des principaux risques, parce que il y a une exigence, une revendication légitime et qui est exprimée depuis longtemps des pays qui subissent les conséquences d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué la plupart du temps, qui lui-même est la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité, et souvent mode de développement qui parfois s'est fait même à leur détriment sur leur dos. Donc à un moment ou à un autre, on peut comprendre que ces pays-là réclament la reconnaissance qu'on appelle une responsabilité historique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de pays, les grands émetteurs historiques, assument leurs responsabilités. On les a nourris de promesses, peut-être d'ailleurs dans l'instant on les fait, qui sont parfois sincères en termes de financement, mais sincérité ne vaut pas capacité. Parce que quand vous promettez 100 milliards de dollars, parce que ça a été un chiffre qui a été évoqué à Copenhague, c'est de l'argent, on ne sait pas très bien d'où il vient jusqu'à présent. On ne sait pas si c'est de l'argent public, on ne sait pas si c'est de l'argent privé, on ne sait pas si c'est du prêt, on ne sait pas si c'est du don. Dans l'esprit de certains, on ne sait même pas si c'est de l'argent additionnel. Donc c'est vrai qu'il y a ce risque-là, si on ne rétablit pas la confiance avec les pays qui sont impactés par le changement climatique pour les aider à s'adapter, ça peut être une source évidemment de tension. Puis après, il y a évidemment
ce qui est l'objectif de la conférence de Paris, parce qu'il ne faut pas l'oublier, qui est un objectif que la France n'a pas décidé, que les Nations Unies n'ont pas décidé, qui a été décidé à la conférence de Durban en 2011. C'est l'objectif de Paris, c'est qu'il y ait un accord global juridiquement contraignant qui nous permette de se mettre sur la trajectoire en dessous des 2 degrés centigrades d'élévation de température par rapport à l'ère pré-industrielle. Pourquoi 2 degrés, au cas où vos téléspectateurs et auditeurs... Même dans ce petit clip qu'on vient de voir, ça paraît pas grand-chose de degrés. Non, enfin, ça paraît pas grand-chose, sauf que 2 degrés, c'est une moyenne. Bien sûr. Et pour les hémisphères nord et sud, vous pouvez multiplier au minimum par 3. Bon. Mais au-delà de ce chiffre, selon les modèles scientifiques, que globalement personne ne conteste, on ne pourra pas arrêter le phénomène. Donc nous rentrons dans un phénomène irréversible, aux conséquences qui le seront tout autant. Donc voilà ce qui se joue à Paris. Stéphane Foucault. Aujourd'hui, un mois avant l'ouverture de la conférence, la plupart des États ont rendu public leur offre de contribution. Si on fait la somme de ces offres de contribution, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, sur quelle trajectoire on se situe aujourd'hui? Vers quoi on va? Écoutez, il faut être très prudent. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, il y a des engagements inconditionnels des États et il y a des engagements conditionnels. Et il y a des États qui se sont engagés soit à avoir leur pic d'émissions à une certaine date, soit d'autres à réduire leurs émissions par rapport à d'autres dates. D'abord, les critères de référence ne sont pas toujours les mêmes. Et effectivement, il y a des engagements conditionnels de pays qui disent « nous, on ira plus loin si vous nous aidez à acquérir les technologies propres, si vous nous donnez des financements pour nous adapter ». Mais globalement, au moment où on parle, selon les premières lectures, on n'est pas sur la trajectoire des 2 degrés. On est entre 2,5 et 3,5. Et donc, on est largement au-dessus. Alors, encore une fois, rien n'empêchera peut-être d'accélérer le mouvement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est notamment ce que j'ai voulu dire dans ce manifeste. Au-delà des engagements, pour moi, ce qui est plus important, enfin, tout aussi important, ce sont les outils qui nous permettront de les réaliser. Parce que ça peut aller beaucoup plus vite, ou à l'inverse, ça peut aller très lentement si on continue dans une situation incohérente qui est celle d'aujourd'hui, où notamment on alloue des centaines de milliards de dollars chaque année aux énergies fossiles, alors qu'il faudrait mieux les allouer au développement des technologies propres. Si on continue à ignorer cet outil que réclament tous les économistes, même le monde de la finance maintenant, de mettre enfin un prix au carbone pour que les investisseurs intègrent le risque carbone et que l'économie bascule vers l'économie bas carbone. Donc pour moi, ce sont ces instruments qui sont importants, qui ne feront pas partie de l'accord de Paris. Mais qu'est-ce qui empêche notamment les pays les plus émetteurs, et notamment qui vont se réunir à Antalya au G20 15 jours avant la COP, unilatéralement et indépendamment de l'accord de Paris, de se doter de ces outils-là. Parce que ces outils-là pourront nous permettre probablement d'aller beaucoup plus vite, parce que tout d'un coup, cette économie bas carbone peut devenir rentable. Pour l'instant, elle ne l'est pas, parce qu'elle n'est pas favorisée à l'identique de l'énergie fossile. Vous avez mis sur cette piste, effectivement. Vous avez vu la une du Monde cette semaine. Voilà. Donc il y a aussi un contexte qui fait que ça serait impardonnable que nous n'utilisions pas ce contexte. Quand vous voyez que alors, Nicolas Hulot, vous avez mentionné le problème de l'évaluation et des sanctions éventuelles d'un dispositif juridique. Est-ce qu'on en prend le chemin? Est-ce qu'il y aura moyen d'avoir quelque chose de contraignant? Ou est-ce que c'est râpé d'avance? Je ne veux pas dire que c'est râpé d'avance. D'abord, ça fait partie des négociations, mais ça fait partie des points qui achoppent. Procédure de ce qu'on appelle de revoyure, de transparence, d'évaluation, avec cette difficulté qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a certains États, et notamment des grands États, qui ne souhaitent pas qu'il y ait d'intrusion dans leur politique et qui veulent bien d'une manière volontaire faire l'état des lieux, mais qui ne souhaitent pas qu'il puisse y avoir des observateurs. Donc on peut comprendre, parce qu'il faut aussi être un peu indulgent. Vous serez par exemple en Chine la semaine prochaine. Ouais. La Chine joue le jeu de ce côté. On montre son développement comme... C'est plus notre principal problème, la Chine. Je ne veux pas dire que tout est réglé, mais à Copenhague, et je pense que Stéphane Foucault en était témoin, la Chine n'était pas vraiment très allante. Bon, depuis, ils sont rentrés dans l'enjeu climatique et de plein pied par la porte de la pollution, parce que, comme peut-être vous le savez, la pollution, d'abord, impacte profondément l'économie chinoise et deuxièmement, est une menace très importante d'instabilité sociale. Donc, ils sont vraiment moteurs. Bon, alors, encore une fois, il faut regarder les choses, mais ils ne sont pas, encore une fois, inertes comme ils l'ont été, et comme ils sont en volume absolu, non pas par habitant, les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, s'il y avait une forme d'inertie de la part des Chinois, évidemment, ce n'était pas très encourageant pour des pays qui ont une moindre responsabilité. Donc, les Chinois bougent, et je pense d'ailleurs que dans le déplacement que nous allons avoir avec Laurent Fabius et le président François Hollande, je pense que nous allons entendre ou écouter ou recevoir
probablement des engagements supplémentaires. Quels sont les pays supplémentaires. avec lesquels vous avez plus de difficultés actuellement? États-Unis, on ne va pas faire forcément une liste noire, mais... Non, je ne veux pas faire liste noire, d'abord parce que les choses sont encore en discussion, et ce que l'on voit bien dans des discussions comme ça, c'est que tout le monde ne met pas ses cartes. C'est un peu sordide de se dire ça, mais chacun attend de voir ce que l'autre va faire pour ne pas en faire plus qu'il ne faudrait en faire. Justement, Nicolas. Mais c'est vrai que les États-Unis, c'est important de savoir jusqu'où va aller l'ambition du président Obama, parce que dans les mots, il est plutôt au niveau, mais il en est des États-Unis comme de beaucoup de pays. On pourrait trouver parfois même ces incohérences dans notre propre pays. On dit des choses, puis dans le même temps, on laisse l'ouverture, par exemple, à des nouveaux champs d'exploitation et d'exploration pétrolière dans des territoires de l'Alaska. Donc on attendra. L'Australie et le Canada, qui étaient deux pays un peu, pour employer un euphémisme, un peu réticents. Bon, il y a deux changements de Premier ministre qui, visiblement, sont plus ouverts d'esprit. Donc, ça peut aussi, tout cela, influer dans le bon sens. La Russie, je sais que Ségolène Royal y était cette semaine. On va voir aussi quelle va être l'attitude de la Russie. Les pays du Golfe que Poutine aussi. pourrait venir à Paris? Pardon ? Vous pensez que Vladimir Poutine pourrait être présent au sommet de la COP? Oui. C'est pas une information que je vous livre, je n'en sais rien, mais je serais très étonné que, compte tenu quand même de l'importance de l'événement, moi j'ai rencontré le négociateur de Vladimir Poutine, je les ai quand même sentis dans une situation volontaire sur ce sujet-là, parce qu'il y a quelques années, on entendait une petite voix pour dire, mais vous savez, pour finir, pour nous, pour les territoires sibériens, quelques degrés, voilà. Honnêtement, ils ont révisé leur jugement, d'abord parce qu'ils ont eux-mêmes des phénomènes qui les impactent, des feux de tourbe autour et de forêts autour de Moscou. Ils ont des phénomènes un peu étonnants dans les zones de permafrost, avec des cratères tout d'un coup qui réapparaissent et des émanations massives de méthane. Et ils ont compris également que pour leur peuple sibérien, tout ça n'était pas forcément une bonne nouvelle. Donc il y a quand même, juste pour aussi avoir un côté positif, il y a une mobilisation sans précédent. Ça, c'est sûr. Vous allez avoir à Paris probablement 150, 160 engagements, y compris de pays qui ont des faibles responsabilités. On ne sera probablement pas sur la trajectoire, mais il faudra quand même voir aussi qu'il y a un côté positif pour ne pas, encore une fois, décourager non plus une dynamique qui, de toute façon, va partir à Paris. Est-ce que les climato-sceptiques ne sont pas en train, finalement, de reprendre un peu le devant de la scène? Non. Alors, franchement, je ne veux pas sous-estimer ça, c'est plus le problème. Franchement... ceux qui nient ce réchauffement et ses conséquences. Non, d'abord parce qu'il y a vraiment de la communauté scientifique, celle qui est mandatée, qui a compétence, il y a vraiment un consensus. Je dirais même que l'Académie du Saint-Siège, scientifique du Saint-Siège, a validé les travaux du GIEC. Bon, non, franchement, c'est normal qu'il y ait quelques expressions pour tenter de profiter d'une situation. Ce qui est dommage, c'est que parfois on va mettre sur un pied d'égalité quelqu'un qui ne représente que lui, avec quelqu'un qui représente les compilations de milliers d'études pluridisciplinaires de plusieurs pays. Non, l'obstacle n'est pas là. L'obstacle, il est de passer ce qu'il faut faire au comment on le fait. Voilà. Du passer du constat à l'action. Sur la façon dont s'organise la conférence qui va se dérouler à Paris, c'est une première. Il y aura les chefs d'État avant les délégations. Enfin, c'est eux qui ouvrent le bal, si je puis dire. Alors... Est-ce que vous le regrettez ou est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Maintenant qu'on sait qu'il y a encore des doutes sur certains dossiers épineux comme le financement et les... Non, j'ai fait partie de ceux qui ont plaidé pour que les chefs d'État viennent au début plutôt qu'à la fin. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, souvent, c'est un peu tard. À Copenhague, on en a fait la démonstration. Pour autant, est-ce que ça va régler le problème ? Parce qu'ils vont être tellement nombreux dans un temps tellement court que si simplement leur présence est de monter à la tribune pour faire preuve de bons sentiments, mais qu'en réalité un certain nombre de sujets, notamment pour les pays les plus émetteurs, ne sont pas traités en amont, je ne suis pas sûr que ça soit d'une totale efficacité. Mais il vaut quand même mieux qu'ils viennent en amont, en espérant qu'ils viendront justement avec des annonces et pas simplement des constats. Moi, personnellement, j'ai plaidé, mais voilà, pour qu'on casse un peu tous ces formats, qu'on identifie un certain nombre de chefs d'État qui ont les clés de la réussite de Paris et qu'on les voit dans des formats un peu différents. Bon, la diplomatie, elle est assez conventionnelle, elle est assez codifiée. Je n'y suis pas parvenu. Mais encore une fois, voilà, il y a le G20 avant. Et la raison pour laquelle j'ai été en Turquie la semaine dernière, c'est parce que j'espère que le G20, mais je dis bien j'espère, et voilà, consacrera un segment très important au climat et qu'au G20, vous avez 15 pays qui représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre. S'ils s'engageaient sur un certain nombre d'outils, notamment le prix du carbone, la fin des subventions aux énergies fossiles, des financements innovants pour abonder le fonds vert pour le climat,
croyez-moi, il nous déroulerait un tapis royal, sans faire de jeu de mots, pour la conférence de Paris. Et qu'est-ce que vous attendez des Chinois, puisque vous y allez, et eux, ils sont à la fois pays hyper industrialisés et à la fois, ils se veulent pays en développement. Ils sont dans ce groupe dit des 77 et ils jouent un rôle crucial de ce point de vue-là. Oui, ils sont dans le G77 historiquement. Bon, très sincèrement, leur présence dans le groupe des G77 est un peu étonnante aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas dans la même situation qu'ils étaient il y a 10 ans. Ils ont déjà annoncé un objectif de pic d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'ils avancent la date. Bon, parce qu'évidemment, plus la date se rapproche, mieux ce sera. Voilà. Donc je pense que rien n'est interdit jusqu'à la conférence de Paris. Stéphane Foucard, Le Monde. Depuis quelques semaines ou mois, on voit naître une très grande défiance dans la société civile vis-à-vis de tout ce processus diplomatique autour du climat qui n'a pas donné grand-chose depuis plus de 20 ans maintenant qu'il est engagé. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à des gens comme Pierre Rabhi ou comme Naomi Klein qui disent « Nous n'attendons rien de la COP21, il ne se passera rien là-bas, les États sont enfermés dans un double discours dont ils ne sortiront pas et tout viendra de la société civile ». Qu'est-ce que vous pensez de ce discours ? C'est pas aussi simple que ça. Voilà, c'est pas blanc ou noir. Ces conférences, quelle que soit l'issue de la conférence de Paris, sont utiles. Il faut que les peuples se parlent. C'est compliqué à 4, compliqué à 10, à 28, et c'est évidemment excessivement complexe quand vous êtes à 195, avec cette notion des Nations Unies qui est la notion de responsabilité commune mais différenciée, où chacun interprète la notion de différenciation. Voilà. Elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire, moi, je pense que nous n'échapperons pas, à un moment ou à un autre, à avoir une organisation mondiale qui prenne en charge la gestion des biens communs. Voilà. Alors, c'est pas dans l'air du temps, ça l'a été. Une sorte d'ONU. Oui, mais une organisation qui est au moins la puissance de feu de l'Organisation mondiale du commerce, qui soustrait à la spéculation, justement, un certain nombre de biens communs, parmi lesquels les ressources alimentaires, un certain nombre de ressources naturelles, les équilibres climatiques, l'eau, les sols, etc. Mais il y a déjà le PNUE, il y a déjà le PNUD, tout le programme alimentaire. Ils n'ont pas de pouvoir politique. Ça n'est pas une institution. Voilà. Et donc, moi, je pense que ces conférences, il faut que les nations se parlent sur ces sujets-là. Pas sûr qu'il y ait besoin d'en faire chaque année, mais je pense que ça n'est pas adapté aux enjeux. Enfin, nos institutions ne sont pas adaptées aux enjeux du long terme et aux enjeux universels. Voilà. Parce que ce sont les États. Oui, mais parce que moi, je le vois bien dans la petite expérience que je viens d'avoir pendant 3 ans. J'ai vu ça un peu de l'intérieur. Quand les États se réunissent à l'Assemblée générale des Nations Unies, et peut-être que ce sera pareil à Paris, ils viennent par le prisme de leurs intérêts nationaux, alors qu'il faudrait venir avec un état d'esprit universel, puisque à Paris, on va être tous gagnants, on va tous être perdants. Et certains sont là en se disant, moins j'en ferai, plus je pourrais m'en sortir grandi, alors que c'est l'inverse. Après la réflexion de Naomi Klein ou de Pierre Rabhi, je ne la sous-estime pas. Moi, je constate combien le système me semble parfois verrouillé, parce que je m'étonne moi-même. Et quand je dis je m'étonne, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile alors que les instruments sont là ? C'est ça qui est parfois décourageant. Si on avait perdu la main, dans 5 ans ou 10 ans, on aura peut-être perdu la main. Mais les outils économiques, les outils financiers, les outils technologiques, ils sont là. Mais c'est ce qu'on a dit pour le problème de la faim dans le monde, par exemple. Oui, je sais bien. Les outils sont là depuis des décennies. Je sais bien. Mais vous savez, il y a un moment, il y a un avant et un après. Il y a un moment, on ne sait pas pourquoi, le contexte fait que les choses vont se déverrouiller. La réalité, quand il y a le changement climatique, nous frappe à la figure, y compris dans des pays comme les États-Unis. Donc j'espère malheureusement que nos principaux alliés, ce sont les événements eux-mêmes. Justement d'ailleurs, est-ce que vous faites un lien, comme certains chercheurs le font, entre les grands bouleversements géopolitiques auxquels on assiste, notamment au Proche-Orient, et justement le début de ce réchauffement que nous commençons à ressentir ? Moi, je ne fais pas un lien, je ne fais que me documenter auprès de ceux qui ont essayé de faire une relation de cause à effet, qui considèrent que parfois les conséquences des changements climatiques est un facteur aggravant de crises géopolitiques. Ça a été visiblement le cas en Syrie, ça a été le cas au Darfour, ça a fait probablement le lit de Boko Haram parce que ça a occasionné des déplacements. Et je dirais dans un monde qui n'a pas besoin de ça, qui est déjà bien instable et sous tension, le climat, je dis souvent, c'est l'injustice de trop qui peut achever de mettre le feu aux poudres. Donc c'est pour ça, on me dit qu'il ne faut pas effrayer. Mais si à Paris se décide la paix, je l'espère, ou éventuellement la guerre. Parce que, encore une fois, nous sommes dans un monde où les gens qui ont compris maintenant, parce qu'on est dans un monde connecté, qui subissent un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué et que personne ne fait rien pour les aider,
au bout d'un moment, vous ajoutez à cette inégalité un élément explosif qui est l'humiliation. Voilà. Nicolas, nous nous retrouvons dans 2 minutes, le temps sur RFI et sur TV5 Monde de faire un point de l'actualité. Nous reparlons de la planète, de la COP21 et de l'écologie politique. À tout de suite. Retour à International, notre invité aujourd'hui, Nicolas Hulot, envoyé spécial pour la protection de la planète. Nous sommes à un mois tout juste de la COP21, ce grand rendez-vous mondial autour du climat et de l'état de santé de la Terre, pourrait-on dire, enjeu crucial. Nicolas Hulot, lorsque l'on regarde le livre que vous avez publié, Osons, plaidoyer d'un homme libre, les engagements individuels, se déplacer à plusieurs ou sans moteur, réfléchir à 2 fois avant de prendre l'avion, manger moins de viande de meilleure qualité, etc. Est-ce que c'est pas un peu le guide de la décroissance ? Non, alors d'abord, simplement, ce qui est plus important dans le livre, c'est ce qu'on demande aux chefs d'État de mettre en œuvre, mais pour leur montrer qu'on est prêt aussi à bouger, on a fait une sorte de menu que chacun peut prendre à la carte. Mais c'est pas de la décroissance ? Il y a des choses que je fais et d'autres choses que je ne fais pas, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas là-dedans. Non, de toute façon, la question de la croissance et de la décroissance, c'est un faux débat. Nous allons de toute façon, de gré ou de force, rentrer dans ce que j'appelle une croissance et une décroissance sélective. Il y a un certain nombre de flux qui vont décroître par la force des choses. Ne serait-ce que l'utilisation des énergies fossiles. Si on veut lutter contre le changement climatique, il va falloir rentrer en cellule de dégrisement et rapidement. Il y a un certain nombre de technologies aujourd'hui qui sont consommatrices d'énergie qui vont rentrer en décroissance. Il y a des modes de production qui vont rentrer en décroissance. Et à l'inverse, j'espère que dans le domaine de l'efficacité énergétique, j'espère que dans le domaine des bâtiments à énergie positive, j'espère que dans le domaine des transports propres, j'espère que dans le domaine de l'agroécologie, on va développer, voilà. Donc, où en êtes-vous, pardon de vous interrompre, où en êtes-vous par rapport au nucléaire ? Est-ce que vous le mettez de côté, vous le diabolisez comme certains écologistes ? Non, moi j'ai jamais changé d'avis sur le nucléaire. Je suis peut-être un tout petit peu plus pragmatique que certains. Je considère, et j'ai pas changé d'avis, que ça ne peut être en aucun cas la réponse aux besoins énergétiques de la planète et encore moins la réponse au changement climatique. Donc ça, je suis catégorique là-dessus. D'abord parce qu'il faudrait construire une centrale tous les 15 jours pendant 50 ans. Et donc, vous voyez que le risque, la probabilité d'un accident majeur deviendrait à ce moment-là une certitude. Et d'autant plus que, très sincèrement, j'ai une foi absolue dans le couplage efficacité énergétique, stockage des énergies intermittentes et développement de l'ensemble des énergies renouvelables pour répondre aux besoins énergétiques. Vous êtes satisfait de la loi française sur la transition énergétique ? Oui, parce que ce qui compte pour... ménage encore beaucoup le nucléaire. Oui, alors, ce qui compte pour moi, c'est de baisser la part du nucléaire, de commencer à baisser, et de voir jusqu'où on pourra aller à l'expérience de l'efficacité des autres technologies. Par contre, depuis le début, je dénonce une petite ambiguïté, et tout le monde s'est laissé un peu piéger là-dedans, c'est qu'on a dit qu'on allait porter la part du nucléaire dans la production électrique à 50%, mais on ne nous a pas dit si c'était par rapport à la capacité de production d'hier ou par rapport à la capacité de production de demain. Parce que si on commence... Mais non, mais il faut préciser, ça mérite d'être encore précisé, parce que si dans le même temps on va développer les énergies renouvelables, mais qu'on continue d'augmenter le parc nucléaire, je ne vois pas la cohérence. Pour moi, il faut, encore une fois, par rapport à la capacité de production au moment où la loi a été faite, il va falloir baisser la part du nucléaire en production et évidemment en pourcentage par rapport au bouquet énergétique. Parce que de toute façon, qu'on soit pro ou anti, d'abord, la France a fait un choix, on ne peut pas en sortir comme ça, et faisons-le d'une manière rationnelle et sécurisée. Mais de toute façon, c'est jamais bon de mettre tous ces œufs dans le même panier. Ça vaut d'ailleurs pour l'hydraulique, comme ça vaut pour le nucléaire. Donc la France s'est fait un objectif de faire repasser dans la production d'électricité la part du nucléaire à 50%. J'aimerais bien que ça soit par rapport à la capacité de production d'hier et pas de celle de demain. Parmi vos prises de position très claires dans ce petit livre-là, Osons, vous êtes radicalement anti-traité commercial transatlantique, donc le TAFTA, vous êtes absolument contre. Parce que ça a priori, il n'y a pas moyen de l'adapter, justement. On peut en discuter, mais vous savez, l'expérience nous apprend à quand même être prudent. Ça fait partie justement des nombreuses incohérences qu'il y a. Voilà, mais c'est normal, il faut le temps, encore une fois, de mettre les choses en perspective. Mais ce traité nous fera tomber un certain nombre de barrières sociales et environnementales et ouvrira la voie, me semble-t-il, à des recours très importants. Moi, je considère qu'il y a une forme de libéralisme qui n'est pas compatible
encore une fois, avec notamment la réalité écologique. Donc je ne suis pas favorable, évidemment, avec d'autres, avec ce traité. Donc vous êtes pour des solutions plutôt anti-libérales. Vous avez une prise d'opposition tout de même. Mais moi, je ne suis pas pour le libre-échange, je suis pour le juste échange. Et on pourrait en débattre, mais ce n'est pas ça tout à condamne fait... un certain capitalisme, ça. Ah ben, moi je ne suis pas non plus anticapitaliste, mais il y a une forme de capitalisme qui nous a menés dans cette impasse. Ce capitalisme qui détruit, qui spolie, qui quelque part spécule et qui provoque la rareté sur des ressources essentielles pour en faire monter les prix. Ce capitalisme qui détruit, qui va aller chercher des gisements d'économie dans les pays du Sud, qui va leur laisser des miettes et qui va faire en sorte après que ces bénéfices ne transitent même pas par la case de nos États, oui, ce capitalisme-là, ce capitalisme qui effectivement va supprimer des emplois parce qu'un certain nombre d'actionnaires ne vont pas avoir exactement les promesses des rendements qu'on leur avait promis, oui, ce capitalisme, mais il y a plein de choses du capitalisme qui ne me heurtent pas, mais ces excès du capitalisme, oui, je les condamne parce que c'est eux qui ont pillé la planète. Stéphane Toucard. Face à l'énormité des enjeux que vous décrivez, en relation avec le climat en général ou l'environnement, comment est-ce qu'on peut expliquer le peu de mobilisation de la société civile, ou en tout cas de l'opinion, tout simplement en France? On voit que l'écologie politique, en tout cas chez nous, est dans un état absolument désastreux. Comment expliquer ce paradoxe? Alors, pour ne parler que de la France, parce que je pense que la mobilisation de la société civile n'est peut-être pas la même selon les pays, mais enfin, en tout cas, je vois bien l'expérience de mes différents voyages, que le contexte mondial, les crises, la précarité, les conflits font que l'attention est toujours détournée. Il y a toujours plus urgent, plus visible, plus palpable en termes de souffrance. Bon. Pour ce qui concerne la France, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que la plupart des gens, ils ont une difficulté, c'est l'emploi. Pour ceux qui en ont un, de ne pas perdre leur emploi. Pour ceux qui n'en ont pas, de trouver un job. Je caricature, mais enfin, en gros, c'est ça. Deuxièmement, c'est quand même aussi la conséquence, je dirais, d'une forme d'indigence de la classe politique sur ces sujets-là. Parce que, à gauche, on a sous-traité un enjeu très complexe, parce que l'écologie, c'est pas simplement de protéger les pâquerettes, hein. C'est quand même la remise en cause d'un modèle complet de société. On l'a sous-traité aux écologistes politiques, qui, avec adresse ou parfois maladresse, ont porté avec raison et sincérité, mais parfois pas forcément avec bonheur, ce sujet-là. Mais au prétexte qu'on a sous-traité, on s'en est pas occupé. Et de l'autre côté de l'échiquier politique à droite, au prétexte que ce sujet avait pour eux un parfum de gauche, on a une forme d'aversion sur ce sujet-là, et à part au moment du Grenelle de l'environnement, on s'en est pas occupé. Par le passé, ils ont toujours une aversion. Est-ce que vous voyez des propositions du côté de l'opposition? Alors, il y a eu un moment d'ambition, et moi j'en prends acte, quand Nicolas Sarkozy a porté le Grenelle de l'environnement avec Jean-Louis Borloo, et ça a été un moment d'ambition en France. Mais depuis, ça ne nous a pas échappé, il y a un silence, et voire même une indifférence absolue. Alors, évidemment, le projet de Jean-Louis Borloo, aujourd'hui, d'électrification de la France, par exemple... c'est pas un projet de l'opposition, c'est un projet personnel et particulièrement pertinent de Jean-Louis Borloo, mais reconnaissez quand même que moi, j'essaie de trouver, alors qu'il y a de l'intelligence, et il y a des gens magnifiques comme Nathalie Kosciusko ou Chantal Joannet, mais je ne vois pas de production, de propositions, alors qu'on n'a pas des réponses surtout sur ces sujets. L'écologie est forcément un thème de gauche. Mais elle ne doit pas l'être. Politique. Mais c'est là qu'on est complètement idiot. C'est pas un sujet idéologique. C'est un sujet suprapolitique. Voilà. Et de l'approcher comme ça de manière verticale, mais c'est une vision tellement étroite des choses, de penser qu'on a le choix, que c'est une option de prendre en compte ces enjeux-là. Parce que l'écologie, c'est pas que le changement climatique, c'est la raréfaction des ressources. Comment on va faire le jour où tout ce qui est le substrat de notre modèle économique, de notre modèle industriel, va venir à épuisement? Comment on va faire? Il y en a qui s'inquiètent de cette notion de rareté. Mais il y a des propositions qui ne convainquent pas tellement non plus. Par exemple, quand on prend ce qui est en train de se passer du côté de la voiture électrique, et qu'on apprend que finalement, la fabrication même des batteries pour ces voitures électriques sont extrêmement polluantes, qu'il faudrait conduire pendant 10 ans, 30 km par jour avec ces voitures pour que ça finisse, ce type de voiture, que ça finisse par être rentable, et ça signifie aussi un renouvellement du parc automobile. D'abord, sur cette information qui a circulé et qui est le fruit d'un éditorial d'une personne, attendons de voir la réponse des constructeurs pour essayer de mettre les choses en perspective. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a jamais de solution parfaite, qu'il y a toujours un effet rebond. Parfois, on déplace les difficultés. Mais encore une fois, nous sommes à l'aune, de gré ou de force, d'une révolution technologique, d'une révolution énergétique. La seule chose, c'est qu'on y va très timidement.
Voilà. On y va timidement parce que, d'abord, il y a des intérêts industriels, parce que c'est compliqué de passer d'un secteur d'activité à un autre secteur d'activité. Mais moi, je suis en même temps très optimiste. Je vois dans nos PME et nos TPE en France, mais la production d'innovation, vous ne pouvez même pas imaginer comme nos entreprises dans le domaine justement des énergies renouvelables, de l'efficacité, du transport, etc., sont capables d'inventer le modèle économique de demain. Mais encore faut-il que les investisseurs y croient, que les investisseurs publics et les investisseurs privés y croient. Mais il y a une forme, de conservatisme, de scepticisme. Combien de fois j'entends « ça ne marchera jamais ». Mais si, ça va marcher. Et alors précisément, nous parlons il y a un instant de l'écologie politique. Quel regard portez-vous sur le fait que, notamment en France, les leaders politiques parlent surtout de leur fonctionnement, d'eux-mêmes, et ne reprennent pas les thèmes qui sont les vôtres? Je sais pas. Honnêtement, j'ai du mal parce que politiquement, ça marche pas. La présidentielle, 2%. En privé, ils partagent nos positions et en public, ils les ignorent. Alors, je pense encore une fois, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que pour certains, c'est une forme de compromis à gauche, et pour d'autres, parce qu'ils n'ont pas vraiment travaillé sur ces sujets, qui parfois peuvent être un peu rebutants, parce que ça remet en cause tellement de fondamentaux. Je veux dire, pendant 150 ans, on a eu un modèle basé sur la croissance, et cette croissance qui était elle-même basée sur l'exploitation des énergies fossiles, et tout ça devient non plus la solution, mais devient le problème. Alors, il y a une forme, quelque part, de refoulement. Mais enfin, au bout d'un moment, comment peut-on prétendre être dans la modernité si on ignore ostensiblement les paramètres et les contraintes du XXIe siècle qui n'ont plus rien à voir avec les contraintes et les paramètres du XXe siècle? Vous n'êtes pas tenté vous-même de reprendre un rôle dans cette famille politique de l'écologie en France? Non, enfin, c'est pas que je ne sois pas tenté. Je pense que l'avenir de l'écologie, au sens noble du terme, elle passera pas simplement par une formation politique. Elle passera par le fait que la classe... Non, ça avait dû arriver, ça serait déjà arrivé. Il faut que l'ensemble des formations politiques en fassent un facteur de réflexion, de vision prioritaire. C'était un peu l'esprit du pacte écologique. Il y a eu cette sensibilité qui a duré quelques mois, et après, chacun est reparti dans ses travers. Si ces thèmes sont aussi importants, est-ce qu'il faut qu'il y ait une candidature écologiste, par exemple, aux élections présidentielles? Ou est-ce que c'est transverse? Mais les écologistes sont là par défaut. Ils n'auraient pas de raison d'être si les autres faisaient leur travail sur ce sujet-là. S'ils avaient leur propre production, leur propre analyse, leur propre réflexion, leur propre... Voilà. Mais elle est où la contribution, pardon de le dire, mais du Parti socialiste? Elle est où la contribution de l'UMP? Ils ont été là un temps. Vous renvoyez dos à dos les formations politiques? Oui, alors je force un peu le trait parce que dans chacun des partis, j'ai des députés, des sénateurs ou même des anciens ministres qui sont des gens brillants, donc je ne veux pas mettre tout le monde. Mais globalement reconnaissant, moi je cherche désespérément, notamment dans le camp de la droite, qu'est-ce qu'on a proposé dans la perspective de la conférence de Paris comme outil, comme proposition, comme instrument. Et c'est pour ça que vous pensez que l'opinion ça peut venir de l'opinion, ça peut venir des individus? Je ne sais pas qui va faire l'œuf en premier. Mais ce qui est important quand même, c'est que les citoyens, à un moment ou à un autre, aient conscience que tout ça n'est pas un enjeu partisan, n'est pas un enjeu politique, que chacun ait conscience que l'avenir de ses propres enfants, et y compris en France, pas simplement dans les pays du Sahel, va se déterminer par l'issue de la conférence de Paris. Donc il y a un moment ou un autre, il faut donner, et c'est pour ça que j'ai lancé cette fameuse pétition, il faut donner un signal aux hommes politiques d'agir. Et pour agir, encore faut-il... Ça beaucoup quand même aux Occidentaux, aux pays assez développés. Parce que c'est eux qui ont les clés. On peut rassembler les opinions des pays où on surconsomme, c'est la consommation de masse, et puis ceux qui n'ont même pas accès à la consommation de base. Le plaidoyer, il s'adresse d'abord aux chefs d'État des pays riches, qui ont les capacités économiques, il s'adresse aux citoyens de ces pays riches, qui ont une responsabilité, enfin les pays riches qui ont une responsabilité historique dans cette situation. C'est à eux d'agir. Ce n'est pas une préoccupation de riches, c'est un devoir de riches. Et donc c'est à eux, notamment les fameux pays du G20, enfin 15 pays du G20, c'est à eux de prendre leurs respectivités, voilà, pour les pays du Sud. Donc l'échéance de la mi-novembre est très importante. Elle est pour moi aussi essentielle que la conférence de Paris, parce qu'ils ont la possibilité de créer les conditions d'un succès à Paris. S'ils ne le font pas, il y aura d'autres possibilités au moment de la conférence de Paris, mais ça sera d'autant plus difficile. Stéphane Foucard, Le Monde. Oui. Sur ce problème que vous souleviez sur la désaffection finalement de la classe politique, est-ce qu'il n'y a pas un problème simplement de génération, de la génération qui est aux affaires aujourd'hui? Non, mais je pense, vous savez, quand on voit que le développement durable était encore optionnel à l'ENA il y a encore peu de temps, ça peut expliquer, voilà, que la croissance a été l'alpha et l'oméga des politiques publiques pendant des années. D'ailleurs, tout le monde attend aujourd'hui, en mettant des cierges dans toutes les chapelles de France et de Navarre, pour attendre que la croissance reparte. La croissance
à l'ancienne, elle ne repartira jamais. Voilà. Un modèle productiviste n'est plus compatible avec la finitude du monde. Donc c'est vrai qu'il y a une réinitialisation des données qui pourrait se faire quand les gens sont dans le temps de l'opposition. Et ce qui est dommage, justement, c'est que cette réflexion-là, cette réinitialisation, parce que dans l'économie, il y a des gens extraordinaires qui ont commencé à inventer l'économie de demain. L'économie circulaire, alors je ne vais pas dire que c'est la panacée, mais Donc, c'est l'économie avec le retraitement des déchets. Qui permet, si vous voulez, de rentrer à terme dans un cycle technologique ou dans un cycle biologique, l'ensemble des composants pour cesser de sécher les ressources naturelles. Bon, ce sont des notions, pour l'instant, qui semblent assez abstraites dans la classe politique. Nicolas Hulot, il faudra également que l'agriculture change de modèle économique. Oui, d'abord l'agriculture peut être le problème ou peut-être la solution. Ouais. Et l'agroécologie, qui est entre autres un mode de production... Dans les pays riches notamment. Avec oui, mais qui peut permettre aussi dans les pays du Sud de répondre aux problèmes de désertification, qui peut permettre d'anticiper sur le 1,5 milliard d'individus supplémentaires que la planète va accueillir d'ici 2050. Et il y a aussi sur la production agricole une révolution à opérer, et notamment chez nous en Europe, on a aussi besoin de revoir les choses parce qu'il ne faut plus qu'on soit dépendant, notamment pour alimenter notre bétail, d'importations de soja qui vont arriver notamment du Brésil. La Terre peut nourrir autant de monde, c'est la question qu'on vous pose parfois. Moi, je réponds simplement aux données, notamment de la FAO, Ouais. qui dit qu'effectivement, l'agroécologie peut permettre largement, voilà. Mais encore faut-il aussi que les sociétés du Nord, s'affranchissent de ce qu'on appelle le gaspillage alimentaire. Naturellement. Finalement, est-ce que les industriels ont été suffisamment sollicités? Parce que même sur le sujet de l'agriculture, on voit les petits paysans, les agriculteurs de base qui sont écrasés sous le poids des normes, etc. Et puis d'un autre côté, l'agroalimentaire avec des géants qui ont des services juridiques qui pourront contourner tous les obstacles, etc. On est dans ce paradoxe-là. Oui, mais vous mettez le doigt sur une réalité, sur la puissance des lobbies. Vous savez, quand je vois un fameux semencier américain qui a pignon sur rue à Bruxelles, et que moi, dans ma casquette d'ONG, il fallait qu'on mutualise un lobbyiste à Bruxelles, alors qu'eux ont pléthore d'avocats. Bon, mais en attendant, les choses bougent. Regardez cet agriculteur français qui vient de faire condamner en appel Monsanto. Vous savez, il y a des forces qui sont en marche. Rien ne les arrêtera. Le problème, c'est est-ce qu'elles vont émerger, je dirais, pacifiquement? Parce que le message qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, attention, si les hommes politiques n'ouvrent pas la voie, que les peuples ne se la feraient pas tout seuls. Je ne veux pas affoler, mais vous savez, l'histoire, quand on l'analyse, il y a un moment ou un autre, je crois que c'est Victor Hugo qui disait « Attention quand la foule écrase les peuples ». Mais quand vous voyez la façon dont, justement, par exemple, les Européens réagissent à l'afflux de réfugiés sur le littoral et par les frontières terrestres en érigeant des murs, etc., ça vous inquiète pas un peu sur leur façon de... Vous savez, j'ai fait un film il y a 4-5 ans qui a été démoli par notamment les médias parisiens, dans lequel je disais que l'idée qu'on puisse monter des murs virtuels, c'est-à-dire cacher la réalité, ou des murs physiques pour empêcher des hommes, des femmes et des enfants qui ont une légitimité pour aller chercher de l'espoir ailleurs, est une espèce d'aberration. Et malheureusement, ce qui se passe en est la démonstration, et ça n'est qu'une petite bande-annonce de ce qui va nous arriver si on laisse la désertification et les changements climatiques se combiner aux autres causes de l'exode. Vous trouvez qu'il faudrait un statut du réfugié climatique ? Mais évidemment. Mais parce qu'il faut mettre en accord la réalité avec le droit, bien entendu. Mais la raison pour laquelle on hésite, c'est que ça aura évidemment des conséquences en termes de devoirs pour les pays qui auront à les accueillir. Est-ce que cette mise en majesté, en quelque sorte, de la thématique climatique avant la COP21 ne va pas contribuer à masquer un petit peu toute la forêt qu'il y a derrière et tous les autres problèmes d'environnement qui se posent? Est-ce qu'il n'y a pas le risque, comme ça, de réduire finalement toute la question environnementale à un sujet, et puis une fois que ce sujet sera parti, parce qu'il sera chassé par l'actualité, eh bien, il ne restera plus rien ou plus grand-chose? C'est effectivement un risque, d'ailleurs, auquel parfois j'ai participé sans le vouloir, parce que et c'est pour ça que j'ai rappelé d'ailleurs dans ce bouquin, puis manifeste, que si on met tous nos efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, celles qui sont issues de nos activités, mais que dans le même temps, on baisse la garde, qu'on est en train de le faire, sur la destruction des écosystèmes. Je crois que c'est Le Monde qui nous a alerté, chiffre parmi d'autres, qu'en 2012, c'était 18 millions d'hectares de forêts qui sont
partie en fumée, on n'a aucune chance de rétablir les changements climatiques. Parce que si d'un côté on baisse avec plus ou moins d'efficacité nos émissions, mais qu'on restitue brutalement à l'atmosphère, à l'océan, du CO2 ou du méthane qui était stocké depuis des millénaires dans des écosystèmes, on n'y arrivera pas. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et effectivement, il faut que le changement climatique, qui quelque part complexifie, aggrave les autres problématiques écologiques, donc il ne faut pas baisser la garde. Et il faut lier les deux. Et c'est pour ça d'ailleurs que je soutiens beaucoup notamment l'initiative de la Convention cadre des Nations Unies à la désertification qui est portée par une Française qui s'appelle Monique Barbu, qui dit que l'une des meilleures manières de lutter contre le climat, c'est de réhabiliter les sols qui ont été désertifiés. D'abord parce que c'est la manière la plus économe de stocker du CO2 dans les sols. Ça permet de fixer des populations quand vous réhabilitez des sols qui ont été désertifiés. Et il y a des technologies qui sont excessivement économes qui permettent de le faire. Et puis surtout, ça vous permet de réhabiliter des terres agricoles en prévision du 1,5 milliard de bouches supplémentaires que nous aurons à nourrir d'ici 2050. Nicolas, vous avez accompagné ou conseillé différents chefs d'État français, de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Quand vous voyez ce qui s'est passé depuis 15 ans, est-ce que vous ne vous dites pas c'est quand même beaucoup d'efforts pour pas grand-chose ? Ouais, on peut voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Moi, pour ce qui concerne... Je pose la question. On se souvient du mot de Jacques Chirac, la maison brûle et oui, on regarde ailleurs. Il faut remettre le chose dans le contexte toujours. de l'époque. Regardez la classe politique tout entière, mis à part les écologistes de l'époque, leur insouciance, leur indifférence. Donc, mine de rien, cette phrase et l'engagement à l'époque du président Chirac à la conférence de Johannesburg, le fait qu'on ait inscrit dans notre Constitution un certain nombre de principes, dont le principe de précaution, tout ça fait partie d'étapes. Après, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Certains le tournent en dérision, mais enfin, le Grenelle de l'environnement, mine de rien, ça a imprégné les politiques, notamment dans les collectivités territoriales et régionales. Bon. Et puis après, il y a l'engagement du président français qui a accueilli la conférence climat. Croyez-moi, c'était pas évident de le faire. Preuve en est d'ailleurs, c'est qu'il n'y avait aucun autre pays qui était candidat. La loi sur la transition énergétique, on peut toujours voir ce qu'il n'y a pas dedans, mais mine de rien, si tous les pays européens avaient une loi aussi ambitieuse, ce serait déjà pas mal. Le fait que la France ait mis un prix au carbone, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est plutôt une manière encore une fois, de donner une voix. Le fait que la France, il faudra être très attentif là-dessus, ait indiqué qu'elle allait cesser ses crédits export au charbon, c'est plutôt une bonne chose. Encore une fois, soyons prudents et on verra l'exercice. Tout n'est pas bien, mais si tous les pays européens avaient un engouement identique, ce serait déjà pas mal. Et je pense que sur ce sujet-là, il y a eu un moment d'ambition européen. Mais très sincèrement, cette ambition européenne sur ces sujets-là, elle n'est pas aussi probante qu'elle ne l'a été. Est-ce que vous avez trouvé que ces dernières années, on a vu émerger des financements innovants, réellement intéressants, réellement innovants, des choses ? Non, et je vais vous dire, la réponse est non. Parce que voilà un domaine où on n'a pas brisé l'orthodoxie. Voilà un domaine où justement on reste dans les codes, et c'est un domaine où on bute. Pourquoi est-ce que j'ai remis dès le début janvier à l'ordre du jour la réflexion sur la taxe sur les transactions financières en faisant en sorte que la France travaille avec un groupe de coopération renforcé en Europe sur ce sujet-là ? Parce que pour moi, c'est inévitable et inexorable. Il faudra à un moment faire en sorte que ce flux monstrueux financiers, et notamment sur les produits dérivés et ce que j'appelle les produits toxiques de la finance, soient soumis à contribution, parce qu'à ce moment-là, vous cesserez de condamner les États à l'austérité. Pourquoi est-ce que les États... Non, mais je vais dire un mot. Pourquoi est-ce que les États sont condamnés à l'austérité ? Parce qu'on va toujours chercher l'argent chez les mêmes, alors qu'il y a un pan entier de l'économie qui s'est organisé en toute légalité, mais en toute immoralité, pour échapper à la solidarité. La situation humanitaire, sociale et environnementale ne nous permet pas de s'accommoder de ça. Et si cette finance-là, cette finance occulte prospère, c'est simplement parce que les États sont à genoux. Et à 28, l'Europe pourrait très très bien les remettre en bon ordre. Qui ne joue pas le jeu dans l'exemple que vous citez ? Quel secteur économique ne joue pas le jeu, ne marque pas la solidarité ? Ah non, mais chacun sait notamment, il y a plusieurs manières de s'exonérer de la solidarité. De ne pas payer les impôts. Il y a la manière de faire en sorte, il y a l'optimisation fiscale qui est quand même maintenant enfin un peu dans la ligne de mire. Quand une petite PME va planquer 1 000 € au fisc, elle va se retrouver au pénal. Quand une multinationale s'est organisée par le système d'optimisation fiscale pour faire en sorte que ses bénéfices échappent à l'impôt, visiblement, ça n'affole personne. Et puis, il y a ces fameux paradis fiscaux, pardon de le dire, parce que qui existent toujours. Et nous en avons en Europe. Moi, j'habite à Saint-Malo, il y en a un en face de chez moi, ça s'appelle Jersey. Voilà. Tant qu'on s'accommode de ça, eh bien, on ira toujours chercher l'argent
dans les classes moyennes ou en tout cas chez les citoyens. Merci Nicolas Hulot d'avoir accepté d'être l'invité d'International à un mois tout juste. Si j'en profite, si vous pouvez signer la pétition. J'allais le dire, voilà. Faites-le vous-même. Non, mais voilà, ça paraît parfois dérisoire une pétition par rapport à l'ampleur des enjeux, mais je peux simplement vous dire qu'on est déjà un peu plus d'un demi-million à adresser ce message d'ambition et d'action au chef d'État. Par votre biais, j'espère pouvoir démultiplier ça. Et franchement, c'est le minimum que chacun puisse faire. Eh bien écoutez, ce sera la contribution de cette émission à votre pétition. Merci d'avoir été avec nous. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre International. Merci de votre fidélité.